Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Thomas, merci d'avoir accepté cette invitation que je t'ai faite, donc merci beaucoup de m'avoir accepté. C'est un nouveau rendez-vous du mercredi soir. Comment vas-tu Thomas ? Écoute, ça va bien, on est tranquille, milieu de semaine, ça va pas trop mal. Toi, le confinement, ça te touche comment exactement en ce moment ? Alors, si je dois, professionnellement parlant, on va dire que ça me touche, oui, parce que nous, on est quand même un cabinet essentiellement tourné autour de l'orthopédie, le post-opératoire, traumato du sport et tout ça. Donc, quand il y a moins d'activité orthopédie et qu'il n'y a pas de sport, oui, forcément, mon activité professionnelle est impactée. Après, voilà, j'essaie d'être entre guillemets pas philosophe, mais au moins être un peu plus je pense qu'il y a des choses un peu plus graves actuellement. Donc oui, après, moi, ça me laisse un peu plus de temps pour m'entraîner. Et là, j'ai pris goût à recourir un peu plus régulièrement, finalement. Ok, ça marche. Bon, on va pouvoir reparler de tout ça. Alors, juste pour les spectateurs qui nous regardent, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en live à Thomas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, que ce soit sur ma page Facebook ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les affichera au fur et à mesure. Alors Thomas, champion du monde en 2019 de trail, donc premier champion du monde. Depuis, tu as eu d'autres projets, mais la tradition sur l'émission, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Et ben mon premier trail, en fait, c'était en 2001, pas très loin d'ici, puisque en fait, moi, je suis à Clermont-Ferrand et mon premier trail, c'était en gros sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, avec un départ en fait au pied du Puy-de-Dôme, pour rejoindre la station de ski Le Mont d'Or dans la chaîne du Sancy. Et en fait, à l'époque, j'étais en école de kiné et j'avais en gros beaucoup moins de temps pour m'entraîner en triathlon parce que la logistique en triathlon est assez compliquée, la piscine, la natation, ainsi de suite. Donc du coup, je m'étais mis un peu en mode plus coureur que triathlète. Et puis finalement, un été, je me suis mis un peu en mode un peu défi, quoi. C'était un peu le défi, genre allez, tant pis, j'ai pas le temps de m'entraîner comme je veux, j'ai pas le temps de faire l'activité que je veux, donc je vais faire de la course à pied un peu plus intensément. Et j'avais toujours un petit peu cette idée de quand j'arrêterai le triathlon, je ferai du raid, des trucs un peu plus nature. Et bon là, c'était un petit peu l'occasion qu'a fait le larron. Je me suis préparé un petit peu l'été en mode est-ce que je suis capable de le faire? Et à l'époque, en fait, en 2001, j'avais 21 ans. Alors ça paraissait un peu fou de mettre quelqu'un de 21 ans à un départ de trail de 60. Alors maintenant c'est presque anecdotique. Et donc c'est vrai que du coup, sur la ligne de départ, c'était vraiment faut savoir qu'en 2001, il n'y avait pas beaucoup de trails en France. En fait, il y avait vraiment, on était dans des
tout début de la discipline, il y avait, je sais pas, il y avait peut-être une grosse dizaine d'épreuves en France. Il y avait 3 marques de nutrition. Il y avait Salomon qui se mettait un petit peu dedans, mais il était encore bien branché raide. Donc c'était un petit peu un mode un peu de. C'était un peu les surfeurs de la course à pied, tu vois. C'était les gens qui on avait tous avec des shorts d'athlètes au départ. On était un peu en mode. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça a bien marché puisque je gagne l'épreuve. Et en courant vraiment vraiment pas comme un cadet justement, vraiment en courant en économie complète et en gestion totale de la course. Donc, et du coup, finalement, le deuxième de l'épreuve à ce moment-là fait les Templiers un mois après. C'était Michel Trémouille pour les puristes. Et il fait 4e de la course. Et à l'époque, moi, les Templiers, ça paraissait, c'est pas inaccessible, mais pour moi, ça faisait vraiment figure de référence en termes de course. Et que du coup, le fait que le deuxième de l'épreuve, de mon épreuve défi, fasse 4e aux Templiers, je me dis que finalement, je suis peut-être pas si loin du compte et que j'ai peut-être des prédispositions là-dedans. Et donc, du coup, en 2001, je me suis dit, l'année prochaine, en 2002, je fais les Templiers. Et puis, en fait, la machine était lancée, on va dire. Donc, toi, à l'origine, tu es triathlète. Et tu t'es mis au trail. À l'origine, je suis nageur. Mais nageur un peu. Un nageur pas par conviction, mais plutôt par nécessité. En fait, mes 2 parents étaient étaient tous les 2 profs de PS et s'occupaient d'un club de natation, en fait, sur une ville à côté de Clermont. Donc, du coup, on n'avait pas trop le choix si finalement, c'était soit on était tout seul à la maison, soit on allait nager. Et donc, finalement, je me suis mis à aller nager. Et bon, après, je pense que j'avais pas de grande prédisposition à la natation. J'avais pas vraiment de goût plus que ça à la natation. Et puis finalement, je voulais plus ou moins arrêter la natation en 3e. Et puis l'émergence du triathlon et tout du moins ma volonté de faire du triathlon en fait a pris le pas. Et du coup, je me suis dit je vais nager pour faire du triathlon parce que finalement ça aide quand même pas mal. Puis comme à côté de ça, je faisais pas mal de cross et que j'étais bien meilleur en cross qu'en natation, j'avais déjà fait 2 épreuves sur 3. Donc du coup, il ne manquait plus qu'à acheter un vélo. Et puis du coup, je me suis mis au triathlon et ça a bien marché parce que j'étais rapidement en équipe de France cadet, junior, et puis après voilà, jusqu'à 21 ans quoi à peu près. Ok. Alors quand j'ai commencé le trail, je me suis dit que j'allais, j'avais tout de suite la volonté d'augmenter les distances comme ça. Et puis par contre, il y avait forcément ce côté que tout le monde rabâche, que le côté traumatisant de la course à pied, qu'il faut pas faire que de la course, entraînement croisé, etc. J'étais beaucoup dans ces discours-là. Et du coup, je me suis mis au triathlon. Alors j'ai arrêté depuis pour les mêmes raisons que toi, je pense, parce que c'est tellement chronophage. Oui. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie, ça, quand même, de se dire, je vais m'entraîner au triathlon, je vais faire partie, limite, d'un club de triathlon, faire du triathlon pour faire du trail long? Non. Non. D'accord. J'ai un poil argumenté quand même. Sinon, je vais me sentir seul. Non, alors pourquoi je dirais que c'est pas la bonne stratégie? En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que le trail long, ça va être une accumulation de stress mécanique que tu vas subir en fait sur l'épreuve. Et le triathlon, pour moi, clairement, hormis le fait que tu vas améliorer tu vas engranger un grand nombre de stress physiologiques, puisqu'en fait, une dose d'entraînement en triathlon, si quelqu'un qui va s'entraîner à un niveau national, il va tourner autour de 15-20 heures de pratique dans la semaine. Au final, sur les 15-20 heures de pratique, au cumulé, au total, il va faire peut-être 7 heures de course à pied dans la semaine. D'accord. 7 heures de course à pied, clairement, en termes de stress mécanique, on n'est pas bien lourd finalement par rapport à une nécessité de pouvoir rester longtemps sur les cannes. Chose essentielle pour moi pour être bon sur l'ultra trail ou sur le trail déjà. Donc du coup, finalement, je dirais que oui, on va dire finalement, tu as le cardio pour pouvoir être bien sur un ultra trail ou sur un trail. Par contre, la carrosserie, elle va être un peu léger. Ok. Ça marche. Donc pour toi, il manque ce côté résistance et du corps pour encaisser la durée. Ok, ça marche. En fait, la résistance, ta capacité à pouvoir finalement encaisser du stress mécanique de façon conséquente et importante. Alors déjà, elle se prépare finalement, on n'est pas égaux face à ça, et puis elle va se préparer par rapport aux différents backgrounds de chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui va commencer à faire de la course à pied ou tout du moins des sports
plus ou moins traumatisant, comme voudraient l'entendre les médecins, style de la course à pied ou du foot ou des sports finalement un peu contact, finalement va aguerrir le corps. Et on est un peu dans l'esprit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est-à-dire que dès que tu vas pas te blesser et que tu vas pratiquer souvent, finalement, tu vas t'adapter et t'aguerrir à pouvoir encaisser davantage de contraintes. Ok, ça marche. Alors tu vois, je te le disais un petit peu en préparant cette émission, et en général, les émissions, elles tournent un petit peu autour de la spécialisation de la personne que je reçois, et tu vois, on est tout de suite parti d'un côté. Oui. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu quand même sur ton histoire, et donc ce premier trail, ensuite, donc tu disais que tu avais les Templiers qui te faisaient envie, tu louchais dessus. Donc Oui. qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu t'es inscrit? En fait, ouais, en gros, alors à cette époque-là, déjà les Templiers, c'était plus simple de s'inscrire. C'était que on pouvait décider dans l'été de s'inscrire pour les Templiers. D'accord. Tu nous parles de 20 ans, puis les moins de 20 ans. Ah, on a du mal. Là, non. Non, là, effectivement, du coup, je me suis dit, en 2002, je vais faire les Templiers. Okay. Et je construis un petit peu ma saison autour d'un objectif unique, à savoir être au point fin octobre, pour être bien sur les Templiers. Et donc, du coup, je me suis inscrit sur les Templiers en 2002. Et à cette époque-là, ça partait pas de Millau, ça partait de Nantes, à côté. C'est le bled qui maintenant fait le départ ce qu'on appelle les hospitaliers. Et du coup, finalement, ça se passe plutôt pas mal. Je fais 7e de l'épreuve. Et alors, premier espoir, mais ça, je trouve que j'y reviendrai, mais la catégorie, les courses par catégorie, j'ai toujours un peu du mal. Ça fait, j'aime pas trop. Mais bon, bref, j'étais le plus jeune, le premier jeune, entre guillemets, en faisant 7e. Et avec plein de zones largement perfectibles. Parce que 60, alors à l'époque, ça faisait 70 à peu près. Et effectivement, la ravitaillement, j'ai tourné que à la boisson. La gestion de course, elle a été plus que chaotique. Donc, je fais 7e avec clairement un goût de c'est largement améliorable. Et du coup, 7e avec pas mal de paramètres améliorables, je me suis dit, 7e, c'est presque 1. Donc, du coup, je me suis dit, je me suis vraiment mis en mode, globalement, je sais ce que je fais jusqu'à fin octobre, jusqu'à ce que je gagne la course des Templiers. Okay. Donc, du coup, je me suis mis ça dans le viseur. Et peut-être que là, le gros avantage que j'ai eu, et ce qui a permis finalement de faire des carrières relativement longues, parce qu'en fait, moi, j'ai fait une carrière qui a duré peut-être de 2002, en gros, grosso modo, à peut-être 2016, 2017. Il n'y avait pas beaucoup d'épreuves, en fait. Et on se mettait en mode, en gros, t'attaquais l'épreuve. Globalement, le calendrier national était plus ou moins ouvert avec le Trail du Ventoux en mars. Et puis les Templiers fin octobre, quoi. Donc du coup, tu construisais un petit peu ta saison avec des objectifs où finalement, chaque objectif, il y avait une belle grosse densité parce que il y avait beaucoup moins de courses. D'accord. Et du coup, j'ai fait les Templiers jusqu'à ce que en 2006, finalement, peut-être l'année où j'aurais peut-être pu la gagner, celle-là, je me blesse. Donc du coup, je finis pas la course. Et du coup, 2007, j'arrivais vraiment clairement avec le couteau entre les dents et je gagne en 2007, la première année, en fait. Et après, ça a été clairement l'emballement du truc, puisque finalement, après, le trail était lancé. Moi, j'arrivais au bon timing, je commençais à bien maîtriser un profil de course qui m'allait bien et sur lequel, en fait, tous les calendriers et toutes les grosses épreuves se calquaient, quoi. D'accord, donc finalement en 2009, quand tu es arrivé au pic de ta forme, tu étais déjà avec 7 ans d'expérience de trail derrière toi. Et ok, ça marche. Tu avais eu le temps de rôder un petit peu et d'apprendre de toutes tes erreurs. Ah oui, clairement. Puis tu vois, le profil même des championnats du monde, c'était vraiment le profil qui m'allait bien. Tu vois, c'était un profil autour de 70 km qui correspond en gros à entre 6 et 7 heures d'effort, avec en gros 3000 mètres de dénivelé. C'était quelque chose que je savais préparer. Et que du coup, j'étais clairement dans ma zone de confort par rapport à ça, parce que du coup, c'était on va dire un effort finalement que je maîtrisais bien et sur lequel je savais très bien me préparer. Ok, ça marche. Donc après tout ça, ça s'enchaîne. J'imagine que pendant des années, tu as dû faire de la course. Alors j'avais Jean-Michel Fort-Vincent au téléphone que je reçois la semaine prochaine, qui est donc manager du team Salomon, dont tu as fait partie pendant longtemps. Et il me disait que tu avais instauré, les 10 courses par an. Oui. Et que c'est toujours quand tu es arrivé dans le team, parce que tu as toujours ta fonction de kiné,
Et que ça, c'était quelque chose qui était toujours d'actualité dans le Team Salomon. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet et du nombre de courses? Parce qu'on a tendance à en faire beaucoup dans l'année. Oui. Tu peux nous dire un petit mot à ce sujet? L'idée principale, c'était que finalement, je trouve que 10 courses par an, ça correspondait à quoi? Ça correspondait en gros, grosso modo, à 2-3 mois où finalement on court pas. Et finalement, ça te laisse 9 mois pour faire 10 autres courses. Et auquel cas, ça te fait juste 1 mois où finalement tu vas faire 2 courses. Et globalement, tu répartis un petit peu les courses en fonction finalement d'une saison complète et pas forcément en fonction de ah, puis il y a celle-là aussi à faire. Ah, puis celle-là, elle est pas mal. Ah, puis on m'a pas aussi parlé de celle-ci. Ah ouais, mais ça serait con quand même qu'on fasse pas celle-ci sans faire celle-ci. Et là, au final, tu en arrives à une espèce d'aberration où on est un peu en mode un peu le. Alors, j'ai rien contre les cyclistes, je les adore, hein, mais on est un peu dans le mode du cycliste qui court en national. Il fait plein de courses, il fait 72 courses par an, puis en fait, sur les 72, après, il va dire non, mais si cette année, j'ai bien marché, regarde, j'ai fait celle-ci, celle-ci. C'était pas du tout celle qu'il avait choisie en début de saison. Hein. Moi, j'avais plutôt dans l'esprit d'être focus sur un ou deux gros objectifs et que finalement, tu essayais de performer là-dedans et que 10 courses par an, pour moi, ça me paraissait bien parce que ça me permettait de faire deux gros objectifs par an avec 3 courses de préparation pour chaque objectif et 2 courses de réglage. Ok, ça marche. Donc, mais on était autour de la dizaine. Ça, c'est quelque chose que, alors, en discutant avec d'autres trailers, je suis pas le seul à ressentir ça. C'est vrai que souvent, je me dis, allez, je vais faire cette course-là en préparation, mais en fait, tu es tellement pris dans le truc que c'est en rien une préparation, tu donnes tout, tu finis mort comme si c'était le jour de ta vie, quoi. Donc... Oui. En fait, alors, l'avantage aussi à l'époque, c'est que finalement, on pouvait se permettre de faire des courses de préparation et quand même de gagner la course. Ce qui est le cas actuellement d'un Kylian, d'un Xav, d'un François Den, tout ça, en fait, eux, ils y arrivent parce ils peuvent se permettre de gagner la course et d'être à 60-70% sur la course. Toi, en fait, tu joues ta vie parce que tu sais déjà que si tu essayes de la finir, déjà, ça va être un objectif en soi. Mais la course de préparation, elle doit être faite à une allure de préparation. Et ton 60-70% à toi, eh ben oui, peut-être que tu seras peut-être un peu plus loin dans le classement, mais ça, finalement, il faut réussir à l'accepter et et faire abstraction de GG qui te fait chier le lundi parce qu'il t'a foutu 3 quarts d'heure et que toi, t'as beau lui dire que tu étais en préparation, GG, il est quand même content parce qu'il t'a foutu 3 quarts d'heure. Mon Dieu, GG. Ouais. On a tous un GG dans notre entourage. Oui. Bon, ça marche. Alors, je rappelle aux spectateurs qui viennent d'arriver en cours que vous pouvez poser vos questions, comme l'a fait Fred. Finalement, pour le trail long, il vaut mieux faire beaucoup de sorties longues plutôt que du fractionné tel qu'on rencontre sur les prépas routes. Non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le trail, en fait, il va falloir, en gros, quand tu fais du trail long, il va falloir un petit peu programmer et préparer son entraînement. Et il va y avoir un moment donné où il va falloir faire des sorties longues et du moment donné où il va falloir faire du fractionné. Les deux sont pour moi essentiels, mais pas forcément en même temps et au même moment. C'est-à-dire que du fractionné, tu vas plutôt le faire en début de saison pour finalement faire monter ce qu'on appelle ta puissance, ta VMA, ta capacité à courir vite. Et puis le trail, les sorties longues, on va éviter de trop en abuser trop près de l'échéance, de façon à pouvoir arriver frais sur l'objectif. Donc oui, en fait, une prépa route, globalement, le prépa route, l'harmonisation et la séquence, tout du moins l'alternance des sollicitations physiologiques, elle est bonne. C'est juste qu'en fait, après, pour un trail un peu plus long, va falloir gérer, on va dire, le temps qui est un peu plus long. Donc non, la sortie longue, c'est intéressant, mais même pour un trail très long, je ne conçois pas de faire des sorties de plus de 6 heures, progressivement dans le plan d'entraînement. Et par contre, le fractionné, oui, peut-être c'est pas la qualité essentielle pour pouvoir terminer un trail de 70 km. Mais ça peut être intéressant de le mettre en début de saison. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse et de nous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet. Donc toi, tu continues après ton championnat du monde, tu continues à enchaîner les courses jusqu'à un moment
où tu dis presque stop, fin de l'histoire, moi c'est bon, pourtant t'es jeune, il y en a encore beaucoup qui font de la compétition à ton âge. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter? Alors en fait, parce qu'en fait finalement j'étais arrivé tout doucement au bout d'un processus en gros, je suis quelqu'un qui vit pas trop dans le regret ou dans les choses que j'aurais pu faire ou que j'ai pas fait. Et finalement, en 2009, donc je gagne les championnats du monde. Et puis finalement, on commence à vouloir essayer de sortir un petit peu de cette zone de confort et à pouvoir éventuellement essayer du plus long. Parce qu'en fait, en 2009, ça commence à être un petit peu l'émergence de l'ultra et on va dire entre guillemets les saisons commençaient à s'organiser un petit peu différemment, à savoir que il y avait des événements majeurs qui étaient quand même sur ultra et que même si finalement moi j'avais pas trop commencé par ça en fait dans le trail, c'était quelque chose que je souhaitais explorer et du coup j'ai commencé à vouloir essayer de me pencher sur la question et finalement c'était un peu comme si je recommençais à zéro parce que autant je pense que c'est intéressant de monter progressivement les distances pour faire du trail long. Autant l'ultra, clairement, c'est un autre sport. Et j'apprenais vraiment à m'entraîner différemment, à courir différemment. Donc en 2010, je regagne les Templiers quand même. Et puis je tente en fait comment ça s'appelle les championnats l'UTMB et qui cette année-là est arrêté en fait au Contamine parce qu'il y avait un orage pharaonique. Et du coup, on arrête tout le monde au Contamine. Là, je pense là, à ce moment-là, tout du moins la gestion de la logistique de on arrête mais on va repartir a été très très mal gérée par l'organisation. Genre tu reçois à 2h du matin, finalement il va quand même y avoir un UTMB, ça va partir à 6h du matin de Courmayeur, on a revu un parcours vite fait. Donc déjà moi je comprenais rien, mais alors du coup je me mets à la place du pauvre japonais qui est venu là, qui reçoit un pauvre SMS dans la nuit à 3h du matin qui lui dit que finalement il dort à Chamonix mais il faut qu'il se démerde en 2 heures pour pouvoir aller à Courmayeur parce que finalement l'UTMB ça va être... Enfin bref. Donc j'ai dit cette année on va pas le faire. Et du coup par contre, voilà, petit à petit ça montait un petit peu en charge en me disant ouais mais quand même l'ultra ça m'attire plus dans cette composante de l'inconnu là. Tu vois, je me dis oui bon, effectivement tu sais courir sur profil très long et que pourquoi pas en fait sortir un petit peu de cette zone qui te réussit quoi. Et du coup, j'ai continué un petit peu en étant mixte, un petit peu jusqu'en 2013 où j'ai rejoint ASICS. Puis en fait, ASICS, en signant chez ASICS, finalement, pour eux, ils signaient Monsieur Templier. J'en avais gagné 3. ASICS avait encore jamais gagné les Templiers. Ils signaient un petit peu le gars. Ça serait bien quand même que tu cours une fois les Templiers parce que nous, ASICS, on n'a jamais gagné les Templiers. Donc du coup, en 2013, finalement, je remets les Templiers dans le calendrier. Je gagne les Templiers. En plus, on fait une super année parce que à cette année-là, Xavier gagne l'UTMB. D'accord. Je gagne les Templiers. Xavier fait deuxième des Templiers. Donc, si tu veux, là, cette année, c'était un peu c'était une belle saison à Zix. Mais en 2014, clairement, je me mets dans le viseur ultra. J'essaye de préparer l'ultra du Mont Fuji où ça se passe pas très très bien. Mais dans ma tête, ça y est, j'ai en fait switché sur oui, j'ai envie quand même de faire un peu du long. Pourquoi aussi j'ai envie de faire du long? Parce qu'en 2012, quand j'étais encore chez Salomon, en fait, quand je propose à Jean-Mi mon calendrier de course et Greg Vollet, je leur dis voilà, moi cette année j'aimerais bien faire la CCC. Ils me disent ouais, c'est génial, mais en fait ça nous intéresse pas que tu fasses la CCC. Nous on aimerait que tu fasses Leadville. Je dis c'est quoi Leadville? Mais c'est génial, c'est aux États-Unis, c'est génial, c'est dans le Colorado. Je dis je regarde la date, je vois 20 août. J'ai 20 août, ça va être chaud. C'est à 30 mètres d'altitude. Ma femme est prof, j'ai 2 gamines. Je vais avoir du mal à leur vendre que je vais partir 1 mois m'acclimater en altitude pendant qu'elles sont en vacances scolaires à Clermont-Ferrand. Donc je dis ça à Salomon qui me dit non mais c'est bon, pas de souci, vous partez et pendant 1 mois et demi vous vivrez là-bas et puis vous préparerez Leadville avec des courses de préparation. Bon, mes gamines elles avaient 2 et 4 ans
Donc je tente quand même de le présenter à ma femme, qui me dit bon bah franchement feu, hein. Donc du coup nous la partie avec les deux gamines de 2 et 4 ans au Colorado. Je parle anglais à peu près comme ma fille qui est en 6e actuellement. Mais bon, on part vivre là-bas. Et puis c'est génial parce que finalement on vit dans une grande maison avec Kylian, et il y avait Emily Forsberg, il y avait Anna Frost, Anton Kuprika. Enfin c'était la joyeuse compagnie aux États-Unis. Et puis on vit un mois et demi là-bas, on prépare les courses. Puis en fait Leadville, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est la course du bouquin Born to Run. Ouais. Et donc du coup, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu beaucoup de félicitations de ma course 2 ans après, quand le bouquin il a été traduit en français. Il y a plein de gens qui me disent ah mais c'est génial, en fait t'avais gagné Leadville. Voilà. Et du coup en 2012, je me mets au départ. C'est une course en fait qui est en aller-retour. On fait 80 km dans un sens, demi-tour et 80 km pour rentrer. Le même parcours. Et puis ça a été un mano-mano avec Anton Kuprika, et puis, du coup, je fais une super course. Et puis, c'est entre guillemets, la chance du débutant sur mon premier 100 miles. Je gagne l'épreuve. Je fais le 3e temps de l'histoire de la course. Toujours actuellement le seul Européen à avoir gagné. Donc, je me dis, non, mais putain, ça y est, hein, en fait, l'ultra, c'est bien, c'est bon pour moi. Sauf qu'en fait, c'est l'ultra à l'américaine qui me va bien, plus que l'ultra à l'européenne avec de la crapahute et avec des 10 000 mètres de dénivelé. D'accord. Moi, Vite, ça va. Ouais, j'aime bien courir. J'aime bien quand ça grimpe, mais j'aime bien quand derrière faut courir. En fait, je me suis construit aussi parce que via ce profil-là, parce que c'était ce qui correspondait le mieux au profil templier. Les templiers, clairement, c'est ça, faut courir vite, pas trop péter en bosse et pouvoir relancer en haut. Et c'était un peu mon profil. Et puis le Leadville, c'était un espèce de grand templier, quoi. D'accord. Donc du coup, ça se marche bien. Et puis du coup, j'ai dit bon voilà, moi maintenant, je veux faire de l'ultra. Donc je dis à Azix, ouais, moi je veux faire de l'ultra. En 2012, ça s'est bien passé. Ouais, on fait l'ultra, mais il gagne quand même les Templiers cette année, ça ira. Donc après, je fais mon Fuji en 2014, ça se passe pas très bien. Et je me dis, je voudrais quand même essayer la Western. Et la Western, pourquoi je veux essayer la Western? Parce que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé le trail, j'ai quand même voulu à chaque fois me mettre dans j'aime bien connaître ce que je fais, en fait. Avoir un peu l'histoire de la discipline, l'histoire d'une course. Et faut savoir que les Templiers, en fait, ont été créés par Gilles Bertrand, qui les a créés parce qu'il allait faire un voyage aux États-Unis. Et en rentrant aux États-Unis, il a découvert, en fait, la Western. Et il a dit, non, mais c'est un truc de fou. C'est génial, faut qu'on fasse la même chose en France. Et en fait, il est revenu en France et il a créé les Templiers en 95. Okay. En s'inspirant de la Western. D'accord. Donc, en fait, voilà. Et moi, du coup, je suis allé faire la Western un peu dans l'esprit. En fait, je viens voir la course pionnière des Templiers. Et du coup, pourquoi en fait finalement j'ai arrêté tôt? Parce que à un moment donné, en fait, j'ai commencé à faire la Western, un petit peu mon bouclage de boucle. Okay. En gros, voilà. À un moment donné, j'avais eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la Western parce que j'avais l'impression d'avoir fait plus ou moins une course aboutie là-bas et que finalement, j'ai pas gagné, mais bon, je suis à ma mesure de ce que je suis capable de faire. Et puis ma boucle est bouclée. J'ai commencé le trail par les Templiers. Là, je suis à la Western. Tu sais quoi, soit tu continues à faire du trail différemment, soit globalement, tu fais autre chose. Et puis finalement, mes projets sportifs étaient vraiment en second plan par rapport à mes projets professionnels. Ça devenait compliqué à gérer un petit peu les deux, à m'investir correctement dans les deux parties. Donc voilà, j'ai pris l'option. J'avais 40 piges. J'avais pas à l'époque, j'avais pas 40 piges, j'avais 37, 38. Bon, je dis, tu sais quoi, t'as fait le tour de la question qui t'intéressait, et maintenant je continue à courir. Je cours quasiment 5-6 fois par semaine, mais sans objectif particulier, parce que voilà, la Western, j'ai adoré. Si je dois y retourner, ça serait en mode baroud, et puis complètement amateur, parce qu'on est tous amateurs, mais en mode, voilà, j'aimerais bien le faire avec un pote, tu vois, ce genre de choses. Partager un bon moment avec quelqu'un, et puis comme tu as fait un petit peu pour la PTL. Voilà, exactement. Okay. Donc comment t'en es venu justement à te dire, tiens, je vais passer sur ce format de course, parce que finalement c'est quelque chose, si je résume un petit peu ton histoire, qui t'a tiré dès le départ, ce côté un petit peu raid, ce côté aventure. Ouais. Commencer le trail, c'était ça qui t'a tiré, et finalement
c'est ce que tu auras fait à la fin. C'est marrant. Parce que tout le temps, tu auras fait du trail et finalement, c'était pas vraiment ce que tu étais venu chercher à l'origine. Et pour clôturer, pour finir, c'est ce que tu te mets à faire. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a un lien avec ça? Tu penses qu'il y a une histoire avec ça? Alors en fait, moi je pense que le truc de base, c'est quand même que à la base, je suis quand même un compétiteur. Et en fait, je me suis mis dans les Templiers parce que je voulais gagner les Templiers. Et finalement, je suis bon quand j'ai une chose en tête. Moi, mon but c'était gagner les Templiers, donc j'ai pas trop regardé à côté ce qui se faisait, quoi. Moi, c'était les Templiers, je voulais être bon sur les Templiers. Tant que j'avais pas gagné les Templiers, je m'en foutais de tout ce qui pouvait se faire à côté. Et alors, ça a construit des choses en moi, ça m'a peut-être fait passer à côté de certaines autres choses, mais j'ai pas de regret particulier par rapport à ça. L'important finalement, c'est que globalement, quand tu pratiques un sport, c'est t'épanouir dedans. Moi, j'étais complètement épanoui à préparer les Templiers fin octobre et à essayer d'être le meilleur possible fin octobre. Okay. Après, finalement, c'est quand tu commences à regarder un petit peu autour parce que finalement, tu retrouves plus, enfin, ça te suffit plus finalement les Templiers, et du coup je me suis dit qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté, puis le fait d'être dans les teams, on te présente des choses finalement, et des choses différentes. Et puis moi clairement Leadville, c'était clairement une révélation. Leadville, je connaissais pas, j'ai presque vécu comme putain, on m'impose ça dans mon calendrier, moi je voulais faire autre chose. Et puis clairement on est revenu, moi, ma femme et moi, des États-Unis, complètement différents dans notre vision du trail. On est clairement dans un truc vraiment différent en termes de pratique, que ce soit le trail à l'américaine versus le trail à la française. On est un peu différent quand même dans l'abord de la discipline, dans la façon de se préparer, ainsi de suite. Et au finalement, c'est plus cette vision-là qui m'a attiré et qui m'a permis finalement de me dire, mais oui, la western, c'est une évidence. C'était une évidence. Mais c'est marrant parce que tu vois, ça fait pas très longtemps que je fais ce live-là. J'ai commencé en juin, et à chaque mercredi, je reçois quelqu'un, et tu es pour autant le troisième à me dire ça, que le trail à l'américaine, c'est vraiment autre chose et que c'est vraiment particulier. Et finalement, en fait, ça explique aussi pourquoi est-ce que les Américains, à l'inverse, performent pas plus que ça en fait en France. On voit qu'ils ont pas à gagner l'UTMB, ils n'arrivent pas vraiment à venir faire des grosses performances ici, donc ça s'explique. Clairement, je pense que déjà leur vision de la discipline, elle est vraiment différente de la nôtre. Et je pense qu'un Chinois gagnera l'UTMB avant un Américain. Mais je pense que le trail à l'américaine, juste, c'est que ça s'est construit différemment. C'est-à-dire que un des plus vieux trails, en fait, c'est effectivement la western. Il faut savoir que la western, en fait, elle a été créée parce que, en gros, à la base, c'est une course de cheval. Et c'est quand Gordy, son cheval, n'a pas pu finalement prendre le départ, que lui, il a dit, mais moi, je vais le faire en courant. Et en fait, ça a été la naissance même de la discipline. Ça, c'est vraiment ça qui a construit, on va dire, la capacité à dire, ouais, mais est-ce que je suis capable de faire une course que normalement les chevaux doivent faire? En Europe, le trail, ça a été plus en mode de défi par rapport à la montagne. On s'est dit, qu'on prend les épreuves un peu mythiques, enfin les plus historiques, style la course du Canigou. Ça a toujours été un peu des épreuves qui ont été construites autour d'un défi face à l'élément. Genre, je vais en haut de la montagne et je redescends le plus vite possible. La course de la 6000D, je vais jusqu'au glacier, je reviens. Et ça, déjà, dans la construction même de la discipline, elle est différente. La vision de la discipline est différente. On est plutôt chez les Américains, on est plus dans une course où on court en pleine nature. Le trail à l'européenne, c'est on défie vraiment l'élément. Ah, c'est intéressant cette vision. Ouais. Et du coup, finalement, quand je vois comment ils s'entraînent aux États-Unis, leurs courses, c'est évident qu'ils n'arriveront jamais à optimiser un entraînement pour être bien sur un UTMB. Okay. Mais ça viendra, hein, c'est sûr que ça viendra, parce que finalement, tu prends des gars comme Tollefson, des Jim Walmsley, tout ça, s'ils veulent performer, ils vont être obligés de choisir. Autant à Tollefson, je pense qu'il est capable de choisir. Voilà, maintenant, il est un peu plus sur le déclin, mais
Maintenant, je pense que les Américains peuvent choisir et renoncer à être bien aux États-Unis. Autant Jim Wamsley, il n'a pas réussi. Lui, il veut continuer vite, il veut continuer à faire ça, donc ça le limite forcément sur un UTMB. C'est pour ça qu'il explose, il explose assez rapidement et qu'il a du mal à... Ok, ça marche. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je suis désolé pour tout le monde, je peux pas mettre toutes les questions, toutes les afficher, mais on va essayer d'en afficher quelques-unes. Alors, il y a Julien qui nous demande, du coup, ça a un lien avec ton histoire, ton historique, ton parcours, si un jour tu reviendras sur des courses comme l'UTMB ou d'autres. En fait, au début, j'aurais pu répondre à Julien oui, parce qu'en fait, avant de faire la PTL, il faut savoir que j'avais jamais franchi une ligne d'arrivée à Chamonix en août. J'ai fait la CCC, j'ai abandonné. J'ai fait l'UTMB, on a annulé en 2010. J'ai voulu le refaire, j'ai abandonné. Donc en fait, j'étais un peu en mode, à un moment donné, il faudra quand même que j'arrive à prendre un départ et une ligne d'arrivée à l'UTMB ou à Chamonix. Et du coup, j'ai fait la PTL. Et du coup, la PTL, avec mes deux copains corses, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Donc finalement, j'ai un projet abouti à Chamonix en août. Mais ouais, l'UTMB, pourquoi pas. Après, je fais pas un focus complet sur l'UTMB, mais c'est pas vraiment la course qui m'attire, clairement. Par rapport à maintenant mon historique et ce que je souhaite faire en course, ouais, non, pour l'instant, c'est pas mon... Non, ça va aller là. Avec un plus petit comité et puis un truc un peu plus intimiste. Ouais. Mais je ferai l'UTMB, mais en rando avec mes filles, et puis on ira dormir dans les gîtes. Ok. C'est un bon délire en Suisse. Oui, oui. Justement, Fleur qui nous demande quel est l'ultra qui te laisse le plus beau souvenir en émotion. Alors l'ultra, je dirais que clairement pour moi, même quand j'y repense, ça reste Leadville. Pourquoi? Parce que le fait de rester 1 mois et demi en immersion totale, dans le fin fond du Colorado, avec ma femme, mes 2 filles, que la course se passe bien, que tout coule mais limpide. Et puis pour la petite histoire, un truc de malade, j'arrive à Leadville, je franchis la ligne d'arrivée. Et là, en gros, je tourne la tête. Il y avait Gilles Bertrand et Odile Baudrier qui étaient venus et qui étaient en vacances dans le Colorado, qui ne savaient même pas que je faisais la course, et qui étaient venus là pour faire un reportage photo pour VO2 Magazine. Et là, ils me disent, non mais c'est un truc de dingue. T'imagines, tu viens faire Leadville, ton premier 100 miles, qui c'est que tu vois? T'as l'ordinateur des Templiers, c'est la course qui t'a fait aller au trail. Tu dis, il y a quand même un truc de malade. Donc, du coup, c'est écrit. Et donc, en émotion, je dirais que Leadville, clairement, ça a quand même une part à part. Ok. Parce qu'il y a toute cette ambiance aussi qui la symbolique. Leadville, quand même. Un mois et demi. Okay. Un mois et demi autour de ça, c'est quand même bien. Ok, ça marche. Allez, allons-y. Parlons kiné, parlons un petit peu chaussures. Ça fallait que ça arrive. C'était évident. Surtout avec Hoka qui vient de sortir un beau modèle. Là, je voulais qu'on parle un petit peu chaussures, donc ça tombe bien. Allez, pourquoi Thomas court en ultra? Est-ce que ça lui apporte qu'est-ce que lui apportent ces modèles? Et quel modèle conseilles-tu pour un coureur de 80 kg de milieu de peloton? C'est toujours un peu difficile cette dernière question. Mais ouais, alors, je vais répartir les trucs. Pourquoi Thomas court en ultra? Alors, Thomas court pas que en ultra maintenant, et que Thomas court en ultra parce qu'il était sponsorisé par Altra. Donc, du coup, quand une marque vous paye vos voyages et c'est contractuel de courir en ultra. Donc, je cours en ultra parce que, oui, c'est contractuellement obligatoire de courir en ultra. Quand on est Maintenant, ça m'arrive d'en reporter, notamment la Lone Peak sur des sorties longues, en trail. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, je trouve que, ce qui est plus pertinent, c'est d'avoir un espèce de parc chaussures beaucoup plus large qu'un modèle unique. Donc, les Altra ont la capacité à pouvoir avoir une toolbox large. Le zéro drop, c'est pas une nécessité absolue et auquel cas, moi, j'ai quand même mis un petit peu de temps à m'habituer, alors que j'avais quand même une attaque médio-pied, plutôt quelqu'un qui vient de l'atteler avec une qualité de pied relativement intéressante. Donc,
oui, j'ai quand même mis du temps à m'adapter à ça. Et qu'est-ce que ça m'a apporté finalement ces modèles? Ça m'a apporté euh, bah, enfin, d'autres capacités de pouvoir stresser mes tissus et mes articulations différemment d'une chaussure avec un drop plus important, par exemple. Et quel modèle conseille-t-il à un coureur de 80 kg? Alors déjà, je vois pas le rapport de 80 kg, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une question de poids, la chaussure. L'amorti qui doit être travaillé et qui doit être le plus intéressant, c'est votre l'amorti actif. C'est pas l'amorti passif créé par la chaussure. L'amorti passif créé par la chaussure va vous emmener à une espèce de stratégie de course qui est complètement biaisée et qui va être dictée par la chaussure davantage que par votre qualité de pied. Donc, moi, je dirais que quel modèle conseille pour un coureur de 80 kg du milieu de peloton? La chaussure dans laquelle tu es le plus confortable. Une chaussure dans laquelle tu es confortable et qui va finalement t'aider à avoir une foulée, entre guillemets, la plus protectrice activement et la plus confortable par rapport à la distance que tu auras choisie. Ok, c'est intéressant ce que tu as dit concernant le panel de chaussures, parce que avec mon statut de YouTube, tout ça, je suis amené à tester comme ça pas mal de chaussures qu'on m'envoie, et du coup j'ai un petit peu plein de modèles comme ça différents. Je change très régulièrement, et c'est une question qui revient souvent qu'on me pose, mais à force de changer de drop, parce que forcément quand tu testes de la SX Trabuco et que tu passes sur de la S-Lab Ultra, forcément tu changes de drop à chaque fois, Oui. et ça te blesse pas, mais non en fait. Non. Non, et puis en fait, le truc, c'est que au-delà de le fait que ça soit mon avis et que c'est ce que j'ai toujours fait, moi, finalement, dans ma pratique personnelle, là, actuellement, la science valide ce mode de fonctionnement. C'est validé scientifiquement. Alors, j'ai pas l'étude en tête. Blaise aurait certainement c'est certainement les références, mais l'idée c'est que le fait de changer régulièrement de chaussures, pas non plus passer d'un Five Finger à une paire de Okamafat, mais d'avoir un petit peu des chaussures avec des qualités différentes, un peu plus de raideur, un peu plus d'amorti, un peu plus de souplesse, ainsi de suite, va amener finalement un stress différent sur les structures, donc finalement à élargir, on va dire, ta contrainte. Et ce qui est marrant, c'est que le drop, tout le monde parle de drop finalement, mais quand on classe les chaussures et qu'on essaye d'analyser finalement les qualités d'une chaussure, on a quand même 5 paramètres essentiels dans une analyse de chaussure. On a effectivement le drop, alors ça, tout le monde a capté. Et puis ça fait un peu, tu sais, ça fait un peu style, un peu spécialiste quand tu parles un peu drop, tu vois. Le gars il dit, ah, tu cours avec quoi comme drop? Ça fait un peu style, un peu spécialisé. Ah ouais, c'est ça. En fait, après, tu as l'épaisseur de semelle, donc le coussinage, entre guillemets. Après, on a ce qu'on appelle la flexibilité d'une chaussure. Si elle est raide, elle aura la capacité à faire toucher le talon avec l'avant-pied. Ensuite, on a ce qu'on appelle les technologies de stabilité, donc c'est-à-dire une coque talonnière, une voûte plantaire, un support d'arche, ainsi de suite, et le poids. Et nous, en fait, on tire volontairement. La plupart des coureurs, en fait, ils tirent le drop comme un élément hyper pertinent. Mais mais juste pour amener un petit élément de réflexion, ce qui est marrant, c'est que les filles, elles adorent parler de drop. Quand elles viennent au cabinet, elles se disent non, mais moi, pourtant, je comprends pas, j'ai une tendinite, pourtant, je cours avec un drop de 6. Elles connaissent le drop par cœur, alors que concrètement, elle me dit oui, c'est peut-être que la transition, je l'ai pas bien faite, ainsi de suite. Alors que globalement, quand elles vont en soirée, ça leur pose aucun problème d'avoir été la journée en Stan Smith et puis de mettre les talons pour la soirée. Ça pose aucun problème. Elles passent de 3 mm de drop à 8 cm, mais il n'y a aucun souci. Donc non, mais le drop, je pense qu'il faut quand même arrêter de faire croire aux gens que s'ils passent de 8 à 4 mm de drop, ça va leur changer leur vie. Ah, c'est intéressant. J'ai une petite théorie là-dessus à ce sujet, c'est que en fait le drop, c'est chiffré, c'est assez facile voilà, de dire ouais, je drop 10, bah t'es drop 10. Alors que une espèce de torsion, quand t'as pas l'habitude de tordre des chaussures dans tous les sens, c'est plus subjectif et ça moins facile à mesurer. Ouais, complètement. Après, ça reste, on parle de ce qu'on appelle l'indice minimaliste. L'indice minimaliste, lui, il est quand même assez palpable, hein, finalement. Il est assez objectif.
et ce qu'on appelle, il est objectif et inter-examinateur. C'est-à-dire que on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Si c'est toi qui le teste la chaussure et moi qui teste la chaussure, on va tomber à peu près sur un consensus entre nous. Donc du coup, l'indice minimaliste, mais pourquoi? Parce qu'on prend on prend 5 éléments. Donc les 5 éléments, même si tu as un petit côté subjectif sur effectivement la raideur clairement, concrètement, à la fin, on va quand même tomber sur une chaussure. Celle-ci, elle a un indice assez élevé versus celle-ci qui est un peu plus faible. Ok, ça marche. Tant qu'on est dans le kiné mode, moi j'avais une question concernant, parce que là on est tous confinés, on est tous chez nous, on a tous le droit de courir que 1 heure et 1 kilomètre, et encore pour ceux qui ont la chance d'avoir un joli terrain autour de chez eux. Oui. Parce que ceux qui habitent à Paris et courir autour d'une tour, bonjour. Comment est-ce que ça va se passer la reprise à ton avis pour l'ensemble des coureurs, et quels conseils tu donnerais aux coureurs pour la reprise quand on aura le droit de rechausser nos baskets comme on veut? Alors, en fait, il va y avoir la reprise, ou on va dire Confinement. Mais ça va avec le déconditionnement quand même. Finalement, on va arriver au déconfinement avec un certain déconditionnement. Du coup, le reconditionnement prend du temps. Au même titre que le déconditionnement va se mettre en place tout doucement, le reconditionnement va finalement devrait être progressif. Et finalement, c'est pas parce que vous avez rien foutu pendant 5 semaines que le lundi de la 6e semaine, vous êtes frais comme un gardon et capable d'encaisser une contrainte au moins similaire à celle que vous aviez avant le confinement. Donc, je dirais que ça peut se préparer, ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que finalement, des exercices stressants d'un point de vue mécanique, par exemple, un peu de corde à sauter pieds nus, ce genre de choses, va finalement mettre du stress mécanique sur vos tendons et vous permettre de vous remettre en charge progressivement pour être à peu près prêt d'un point de vue capacité de stress à encaisser du stress mécanique quand ça sera vanne ouverte. Après, il y a le stress physiologique. Je veux dire, moi, je suis un abonné à Zwift. Il y a clairement moyen de pas trop perdre en 4 semaines quand vous collez 4 fois par semaine du home trainer. J'ai découvert ça à Zwift la semaine dernière. C'est génial, ce concept. Faudrait inventer un travail, cette histoire-là. Oui, c'est clair. Après, c'est intéressant. Et c'est surtout, en plus, je trouve que c'est le truc qui est très, très pertinent, c'est que dans Zwift, il y a quand même des programmes d'entraînement qui sont finalement pas si déconnants que ça et assez bien construits. Donc, se coller ça quand même 4 fois par semaine, ça peut être hyper pertinent. D'accord, donc en complément, pour tous ceux qui font du home trainer, n'hésitez pas à aller vers Zwift. Alors, j'ai pas de part chez Zwift, mais globalement, si vous avez un home trainer, clairement, c'est pertinent. Et puis, en fait, après, je dirais que faut vraiment pas avoir peur un petit peu, souvent et régulièrement. Je veux dire, c'est pas parce que... faut comprendre quand même que 10 minutes de course à pied, c'est 180 fois un saut sur un pied. Non, pardon, pas 180. 900 fois saut sur un pied, 90 pour chaque pied. Mais du coup, 10 minutes de course à pied, 900 sauts, c'est beaucoup. Donc, faut pas dire, non, mais bon, si c'est pour y aller pour 20 minutes, je préfère pas y aller. Non, mais 20 minutes, 4 fois par semaine, c'est 1h20 le week-end. Eh oui, c'est vrai. Alors, on en parlait un petit peu avant, en préparant l'émission. Tu as mis en place, pendant le premier confinement, de la téléconsultation, et il y a Pierre qui justement nous pose la question, et c'est génial qu'il pose la question, comme ça me permet de faire la petite transition. Est-ce que tu fais du coaching à distance? Alors, de la consultation. Alors, je t'avoue que finalement, c'est un peu, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais finalement développer. Après, tu sais, on est toujours un peu la nez dans le guidon et j'aime pas trop lancer les choses sans que ça soit très abouti et sans avoir toutes les cartes en main. Mais oui, ça m'arrive de coacher à distance, notamment sur des plans d'entraînement, mais pour l'instant de façon non officielle, ou tout du moins pas
pas très organisé. Actuellement, je coach 5-6 personnes, tu vois, avec du retour, du feedback sur des plans d'entraînement. Mais là, clairement, l'année prochaine, là, je suis en train de passer un Master 2 sur la charge d'entraînement. Et oui, actuellement, j'entraîne un peu plus de façon codifiée. Je fais alors, c'est la téléconsultation, oui et non, parce que finalement, comme moi je suis plutôt spécialisé dans la prise en charge du coureur, souvent il y a quand même pas mal de choses à gérer et pas mal de débroussaillage et de possibilités de soigner les gens sans forcément ce qu'on appelle faire du hands-on. On fait du hands-off, c'est-à-dire qu'on analyse finalement les habitudes du coureur, comment en fait il gère son entraînement, parce que 80% des blessures, c'est en lien avec ça. Donc oui, ça m'est arrivé. Mais je t'avoue que finalement, je dirais pas que les Français sont pas mûrs, c'est que les outils ont tardé à venir finalement, et que en gros on s'est un peu organisé sans ça, et que maintenant on a un peu du mal à éduquer les gens à le kiné, il doit masser, il doit toucher les gens, il doit être là juste pour. Non, pour moi un kiné, il fait de la rééducation, il est là pour dire aux gens ce qu'ils vont être capables de faire à certaines étapes de leur réadaptation. C'est pas non, on n'est pas là pour masser un genou parce qu'on a mal au genou. Déjà, il doit plus faire craquer. Déjà. Ça, oui, non, déjà. Mais il y a plein de choses que tu peux mettre en place sans avoir besoin en étant bien plus efficace que en massant une cuisse pendant 20 minutes. Ok. Ah, c'est intéressant, hein, mais c'est vrai que c'est très long de changer comme ça des mentalités, d'habituer à des nouvelles pratiques aussi. Alors là, c'est vrai que le confinement nous a un petit peu brusqué et puis a osé à certaines personnes de franchir des caps qui se pensaient impossibles. Et de ce point de vue-là, c'est pas plus mal des fois pour certaines choses, hein, évidemment. Quelle séance est-ce que tu pourrais proposer sur Home Trainer qui serait intéressant pour le trail? Alors j'en propose quelquefois sur ma page Facebook, la séance de la semaine. Que j'essaye un petit peu d'être régulier là-dessus. Encore une fois, c'est tellement compliqué d'être rigoureux dans la routine qu'on parlait. Mais une séance qui peut être intéressante sur Home Trainer, ça peut être par exemple une alternance, par exemple de renforcement vélocité. J'en avais mis une, par exemple, ça peut être du style 3 minutes en force, style cadence de pédalage très lent, où on essaye finalement. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que justement, pourquoi c'est intéressant Zwift? Parce que c'est un home trainer connecté. Et dans l'home trainer connecté, vous avez en fait la capacité, la vision de vos watts. Parce que souvent, on a un peu tendance à croire que finalement, quand on tourne les jambes tout doucement avec un gros braquet, on développe beaucoup de force. Non, faut tourner les jambes beaucoup, doucement, mais avec un braquet relativement important. Parce que le travail, c'est pas de tourner les jambes doucement, c'est de tourner les jambes doucement avec un braquet important. C'est ça qui va produire des watts. Et l'idée, c'est que vous faites 3 minutes avec des watts importants, enchaînez avec 1 minute d'hypervélocité, et puis à côté de ça, vous enlevez les chaussures, et vous faites par exemple une série de 20, par exemple 20 squats bulgares sur une jambe et 20 squats bulgares sur l'autre. Et puis après, vous repartez sur un cycle. Ça peut être intéressant. Le fait d'alterner et de solliciter des choses différentes au sein d'une même séance. Ok, ça roule. Bon, je pourrais pas la mettre en pratique celle-là parce que j'ai pas encore de home trainer, mais ça fait envie en tout cas. Alors une question pour vous deux, on parle de longue distance. C'est vrai qu'on a parlé de longue distance, on a parlé d'ultra aussi. Mais comment sait-on quand est-ce qu'il faut augmenter la distance et en combien de temps? Ça, c'est très personnel encore une fois. Hein. Alors, j'ai pas vraiment la réponse. C'est-à-dire que ça va un petit peu dépendre de l'objectif de la personne. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire que si c'est augmenter pour augmenter, mais dans quel but? Pourquoi? Parce que, voilà. L'idée, c'est que, au même titre que, tu vois ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'ultra et le trail long, on est en fait sur un modèle type marathon, à savoir que le marathon, tu veux préparer un marathon, tu vas aller progressivement dans les distances jusqu'à avoir une certaine, on va dire, aisance dans une capacité un peu longue à supporter de la contrainte. Autant, en fait, j'étais dans mon début de carrière en disant, pour préparer les Templiers, je vais essayer d'être bien sur 30 km, puis après sur 40, sur 50. Mais je dirais que quand on veut préparer un ultra,
Je pense qu'il faut s'aguerrir en montagne, s'aguerrir sur des distances un petit peu longues, mais à un moment donné, ça sert à rien d'être bon sur 40 km plein de fois dans l'année, parce que c'est pas ça qui va vous faire performer et vous faire finir votre ultramarathon. Votre ultra-trail, en gros, c'est tellement différent du trail, l'ultra, que je pense que si vous voulez être bon sur un ultra, faut faire de l'ultra. Et se préparer en conséquence pour l'ultra. Mais ça sert à rien de dire non, mais moi je vais commencer à faire un 30 km, un 40, un 50 pour arriver à faire bien sur la diagonale des fous. Non, mais tu veux faire bien la diagonale des fous, mais tu te prépares longtemps et puis en fait arrête les courses de préparation de 30 bornes. Tu vas faire des sorties de 10 heures et après tu vas te faire la diagonale des fous. Ah, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, je me disais toujours que tant que j'avais pas passé une nuit dehors, c'était pas un ultra trail, et parce que moi, mon objectif profond, mon rêve absolu, c'est de faire la diagonale. Ouais. Bien que t'en parles. et je me dis, avant d'y aller quand même, parce que c'est quand même un petit investissement cette histoire. Oui. Je t'ai dit, avant d'avoir ce rêve qui va être, où tu vas être sûr qu'il va se concrétiser un jour, faut savoir si l'ultra trail te plaît. Et pour le savoir, faut y aller, faut le faire, parce que finalement, t'as beau avoir des rêves, imaginer des choses, ça va se passer comme si, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais monter au des crêtes, mais peut-être qu'être au des crêtes au bout de 24 heures, les crêtes, t'en as pas tiré. Donc, allons-y, Julien, vas-y, inscris-toi. Du moins quand on peut. Non, mais pas forcément. Tu prépares la diag, ok, mais tu vas peut-être pas faire la diag pour préparer la diag. C'est un peu un non-sens. Mais par contre, tu fais préparer la diag, c'est un ultra, fais un ultra. Fais un ultra. Parce que c'est pas parce que tu auras fait pendant 2 ans plein de 40 km ou même le 80 km du Mont Blanc que globalement tu seras physiquement prêt et psychologiquement prêt à encaisser un ultra. Ok, ça roule. Et justement, en parlant d'ultra et d'endurance longue, on a l'habitude de voir les gens qui se tournent vers le toujours plus long. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus sur le toujours plus long? Est-ce que tu penses que l'être humain a une limite à pas dépasser? Est-ce que qu'est-ce que dit Thomas Lamblanchet à ce sujet? Alors, déjà, il faut savoir que je crois qu'il y a une limite. Elle a été calculée, j'ai plus les références en tête, elle a été calculée, je crois que c'est la limite physiologique, je crois. C'est genre 800 km ou un truc comme ça. Là. Ça, c'est la limite physiologique, tu vois. Tu t'enchaînes, tu pars sur une course de 800 km. Ça, c'est un peu la limite physiologique parce qu'elle a été calculée d'un point de vue énergétique. Maintenant, on peut en avoir marre. On peut en avoir marre bien avant. Hein. Lucas Papi a fait 150. Ouais, voilà. Mais l'idée, c'est que je suis complètement d'accord que finalement, moi, j'ai commencé le trail où 70 était énorme. Maintenant, 70, c'est ta course de préparation. Maintenant, tu fais les Templiers, enfin, tu fais un 70 pour te préparer à la diagonale des fous. Là, ça me pose un petit problème parce que autant je pense que clairement, la préparation pour un ultra, ce que tu vas mettre en place dans ta vie de tous les jours, entre guillemets, ta rigueur d'entraînement, le fait que tu manges mieux, que tu dors mieux, ou tout le moins tu essayes de mieux dormir, autant ça c'est bénéfique, c'est clairement bénéfique pour la santé. Autant je pense que l'ultra et augmenter les distances de plus en plus, ça c'est clairement mauvais. Je pense que plus de 2 ultras dans la saison, pour quelqu'un qui est plus ou moins neuf, qui a moins de 10 ans de pratique, je suis pas sûr que ce soit si bénéfique que ça. Et donc ça serait pour le nombre de fois et le toujours plus long. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait, on veut absolument faire du plus long. Si c'est parce que GG il a fait 100, moi cet été je vais faire 140, comme ça il va bien fermer sa gueule GG. Là clairement c'est mauvais. Et on est, je pense, à cause, ou tout du moins à cause de ces réseaux sociaux et ainsi de suite, on est quand même dans la stratégie de montrer qu'on est capable de faire un peu plus que ce que le voisin fait, quoi. Et ça me dérange un peu, ouais. Ah, c'est une histoire d'ego, hein. Oui, complètement. Ça veut dire qu'on est un petit peu en haut de la pyramide de Maslow si on arrive à aller à atteindre, à rechercher ça. C'est finalement qu'on est en bonne santé, qu'on a
on a à boire, donc c'est que notre vie va bien finalement. Alors, en fait, après, il y a deux choses. C'est-à-dire que la santé, tout du moins, c'est pas qu'une santé physique. Hein. Être en bonne santé, c'est pas avoir que une grosse VO2, un poids de forme, un IMC bas. Non, non. Une santé, ça peut être aussi parce que quelqu'un qui est bigorexique, il est en très très bonne santé physique. Hein. Il est en très très bonne santé physique. Hein. Mais d'un point de vue mental, je suis pas sûr qu'il soit très équilibré et qu'il soit finalement en bonne santé générale. Donc, je dirais ouais, le trail construit quand même des gens avec une santé psychologique fragile. Je crois que Pierre, il a tout résumé en fait. Tout ça, c'est la faute à Jeff. Mais oui, c'est vrai, c'est clair, c'est évident. C'est évident. Bon, super. Allez, petite dernière question. Est-ce que tu confirmes que le vélo est complémentaire à la course à pied pour l'ultra? Alors oui, clairement, je pense que le vélo, c'est un sport hyper intéressant et c'est un complément, je pense, non seulement complémentaire, mais supplémentaire et indissociable d'une performance sur ultra. Parce que avec le vélo, vous allez augmenter votre stress physiologique tout en diminuant ou tout du moins en nivelant, enfin en augmentant moins votre stress mécanique. Première chose. Après, je serais un peu plus modéré et tempéré sur quelqu'un qui fait du vélo pour performer sur 10 bornes ou même sur semi-marathon. Mais clairement sur ultra, où la composante elle est en lien avec l'endurance de force, la capacité à pouvoir être fort longtemps sur des intensités plus ou moins basses, le vélo c'est juste essentiel, clairement. Ok, super. Moi, c'est vrai que c'est intéressant aussi à intégrer, je trouve. Le vélo, même au niveau mental, au niveau diversité, de ne pas faire que aller courir, c'est Ouais. c'est intéressant. Même si les Japonais, c'est ceux qui bornent le plus c'est un des peuples qui bornent le plus sur la planète. Il n'y en a aucun qui fait du vélo. Hein. Ils font des semaines à 200 bornes, ça pendant 15 ans. Ils sont pas écœurés. Hein. Et c'est des Japonais. Hein. Après, J'avais entendu un argument à ce sujet contre le vélo un petit peu, c'était que les Kenyans, par exemple, pour préparer un marathon, tu les vois pas sur un vélo. Exactement. Mais ça, c'est parce que c'est culturel. C'est culturel. Je veux dire que la course à pied, nous, notre raisonnement de course à pied, il y avait un article qui était très intéressant sur est-ce que la course à pied n'est pas finalement la discipline des Blancs qui s'emmerdent. Les Kenyans, ils courent pas dans le même objectif que nous. Eux, ils courent parce que globalement, c'est peut-être un ascenseur social. Nous, on fait ça parce que ouais, ça va me sortir la tête, quoi. Donc, ouais, c'est pour GG. Nous, alors après, le vélo, je dirais que le vélo, en même temps, je suis pas sûr qu'un Kenyan, tu le mets sur le vélo, 1 heure de vélo, ça soit forcément un truc où globalement, ils le vivent mieux que s'il va faire 1 heure de course à pied. Bien sûr. Bon, alors je suis vraiment désolé pour tout le monde qui pose des questions et tout ça. On arrive au bout de l'heure, donc cette heure passe à chaque fois très très vite et vous avez été très très nombreux dans les commentaires encore une fois. Donc merci beaucoup de votre participation. Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité pour l'année 2021 maintenant? Parce que quels sont tes projets pour 2021? Raconte-nous un petit peu la suite maintenant si les gens veulent en savoir plus sur toi. Alors pour en savoir plus, moi j'ai mes réseaux sociaux sur ma page Facebook et Instagram, mais globalement, mon activité, sportivement parlant, là à la différence du premier confinement où finalement j'avais pas goût à faire du sport, là j'ai retrouvé un petit peu une petite envie. Je me mets pas du tout d'objectif précis dans la tête. Ça tombe bien parce que globalement il n'y a pas trop de dossards à se mettre sous la dent. J'ai vu qu'il y avait le marathon de Paris qui était passé en octobre, donc pourquoi pas. Je me dis. Mais voilà, je me mets pas d'objectif en tête. Pour l'instant, je veux juste me retrouver avec une capacité à pouvoir. Je me suis toujours dit, moi, je m'entraîne pour que quand on me propose un truc de débile, je dise, ah bah ouais, c'est une bonne idée. Pas, non, mais je suis pas capable de le faire. Donc là, je commence à avoir un petit niveau de pratique qui me permet d'envisager des bons trucs de débile. Donc pour l'instant, je m'entraîne là-dessus. Et puis non, mais continuer finalement à juste pouvoir éventuellement réussir à peu près à concilier ce que je peux entre le cabinet, ma vie de famille et le sport.
essayer de m'épanouir au maximum là-dedans, et puis ça sera à peu près la meilleure des choses que je puisse me souhaiter. Eh ben, Kylian Jornet qui fait un 24 heures sur piste et Thomas Laure Blanchet qui prépare le marathon de Paris. Décidément, cette année 2020 nous réserve plein de surprises. Ouais, c'est vrai. J'en peux plus, moi. Vivement qu'on passe à 2021. Ah bah ouais, mais 2020, année bizarre quand même. 2020, c'est quand même particulier. Bon, eh ben, merci beaucoup Thomas. Encore une fois, merci beaucoup à l'ensemble des spectateurs. On se retrouve mercredi prochain. Ce sera avec Jean-Michel Fort-Vincent, donc encore un très très bon invité avec qui je vais avoir grand plaisir d'échanger. Merci Thomas, bonne soirée à tous et on se dit à mercredi prochain. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.